Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Tribu, le podcast qui part à la recherche de qui nous sommes en invitant des spécialistes. C'est Abdeslam Emaril. Salut Abdeslam. Salut. Comment ça va? Merci, ça va bien. Tu es un habitué maintenant de nos services. Oui, c'est un plaisir. Tu réponds aux convocations à vive allure. Nous te remercions pour ça. C'est un Et plaisir. nous voulons te questionner aujourd'hui sur les bijoux. On va parler de bijoux. Ouais. Bijoux, je te laisse commencer comme tu veux. D'abord, les bijoux, c'est un sujet qui est très important sur le plan historique, puisqu'on peut approcher certains aspects de l'histoire du Maroc à travers la bijouterie. C'est un sujet qui est également important au niveau technique, puisque cela nous permet d'aborder, d'approcher le patrimoine artistique, le patrimoine technique du Maroc. Tu parles des techniques de fabrication, c'est-à-dire Voilà. Quels étaient les outils, Effectivement, c'est ça. Ouais. Et le plus important également, donc, c'est une fenêtre artistique qui va nous permettre de découvrir le Maroc sous un autre aspect. L'important donc des bijoux, c'est que d'une part, c'est un héritage marocain que l'on retrouve dans les différentes régions du Maroc, mais en même temps, chaque région a ses propres particularités. Un élément également très important, c'est que les bijoux au Maroc ne sont pas des objets de parure morts. C'est-à-dire, je m'explique. En principe, un bijou, un objet de parure, la femme le porte pour une cérémonie précise, pour assister à une fête. Après la fin de la cérémonie, l'objet de parure, il est enterré bien sûr entre guillemets, dans une caisse pour une certaine période. Il est ressuscité une autre fois quand on a une autre cérémonie. Au Maroc, et surtout dans les régions, donc les montagnes, les campagnes et tout ça, dans les zones rurales, les bijoux, ce sont des objets vivants. La femme fait appel chaque jour aux bijoux. D'abord, parce que la femme, elle porte presque tous ses bijoux, même lorsqu'il va pratiquer les activités quotidiennes, elle porte presque tous ses bijoux. Chaque fois qu'il y a une activité, le bijou est toujours présent. Je vous donne des exemples. Par exemple, la naissance d'un enfant, il est fêté d'une façon artistique. La première goutte d'eau qu'un nouveau-né doit boire, il lui est donné par une bague en argent ou bien une petite plaquette en argent et tout ça. Déjà, donc, la relation entre l'homme au Maroc et la bijouterie commence depuis l'enfance. Même, par exemple, quand on achète une vache ou bien un cheval, avant qu'il entre à la maison, il est accueilli par la femme qui porte un plat sur lequel il y a des graines, de la farine et un bracelet en argent. C'est-à-dire que le bijou est quotidien dans sa sollicitation. Quotidien, voilà. Contrairement à aujourd'hui, on va avoir une belle parure et on va la sortir peut-être 5 ou 10 fois, voilà, mariage. Là, c'est souvent. Chaque jour, le bijou, il a une fonction. Alors, il n'est pas mort, c'est un objet, ce sont des objets vivants. Ça, c'est une particularité de chez nous, ça. Voilà, c'est ça, oui. Alors, petite question avant d'aller plus loin, on parle beaucoup des femmes, mais il y a des bijoux d'hommes aussi, non? Oui, effectivement. Pour les bijoux d'hommes, donc il y a plusieurs catégories. D'abord, il y a les boucles d'oreilles. Pendant donc le 19e siècle, le début du 20e siècle, plusieurs chercheurs européens qui avaient parcouru donc le Maroc, je pense à Charles de Foucault, Dessé-Gonzague. Ils décrivent la boucle d'oreille masculine. Ouais. Voilà. Mais c'est pas la peine d'aller jusque-là. On a certains de nos parents qui ont encore. Voilà. Mais pourquoi? Parce que surtout, l'important, ce n'était pas vraiment donc sa fonction, sa dimension esthétique, mais surtout sa fonction symbolique. Et il symbolise l'attachement à les valeurs d'une tribu, d'une confrérie religieuse, d'un pouvoir politique, ce que vous voulez. Donc, dans certaines tribus, certaines confréries, certains centres de pouvoir, il y avait des hommes qui portaient une boucle d'oreille, l'oreille gauche. Mais j'insiste, sa fonction esthétique n'était pas vraiment très importante. C'était sa fonction symbolique, c'est-à-dire c'est comme entre guillemets un tatouage, c'est-à-dire j'appartiens à ce groupe. Voilà, c'est ça. J'appartiens. Et surtout, donc non, surtout je m'attache à ces valeurs. Par exemple, autrefois, certaines familles, ils amènent même un garçon, donc le garçon, à un sanctuaire, un mausolée, pour qu'on lui perce l'oreille et y installer donc une boucle. C'est une façon de manifester son attachement à cette confrérie religieuse. Par exemple, le plus souvent, donc, il y avait des esclaves qui portaient donc la boucle d'oreille. C'est comme une forme d'attachement à un pouvoir politique, ainsi de suite. On n'est pas dans le cosmétique, là, on est dans le symbolique. Le symbolique. D'accord. On va passer aux femmes, bien sûr, mais sur les hommes, il y a aussi des bagues. Voilà, oui. Il y a encore d'autres bijoux. Il y a les bagues,
l'homme, en principe, portait une seule bague à la main gauche. Et la bague, chez l'homme, il a une très très importante dimension symbolique. C'était le symbole de l'amen. Pas la sécurité, mais... La confiance. Je vous donne un exemple. Par exemple, un souverain. Donc il y a Atalaman. voilà, un responsable de l'Embrazen, par exemple, qui a commis une erreur, donc il s'est enfui, il a cherché asile à un endroit. Donc alors donc alors le souverain ou bien le qaïd, n'importe lequel, lui envoie une bague en guise de l'amen. C'est le pardon, en fait, c'est le pardon. Voilà, c'est voilà, vous êtes à l'abri, vous êtes à l'asile, vous êtes protégé. Protégé, voilà. Donc c'est la bague du souverain qu'il reçoit. Oui, ou bien de souverain, ou bien par exemple d'un qaïd. Par exemple, et donc il va la mettre lui pour montrer qu'il a été pardonné. Non, il lui envoie, que ce soit le chapelet, tsbih, ou bien la bague. Ce n'est pas pour que la personne la garde, mais pour qu'il la voie. C'est un signe donc de pardon. De pardon. Mais après il va lui rendre ou pas? Mais non, il ne la garde pas, la personne concernée. Il la voit. Elle revient au souverain. Bien sûr. D'accord. Il peut envoyer soit la bague, soit le chapelet, tsbih. D'accord. Et ce n'est pas uniquement le souverain, n'importe qui. Par exemple, vous avez un qaïd dans une région au XIXe siècle, au XIIe siècle, qui a un problème avec un citoyen. Voilà, un citoyen, c'est un terme un peu moderne. Bon, il a un problème avec un habitant, voilà, un villageois, un membre de la tribu. Voilà. Donc, le qaïd lui envoie la bague, comme quoi c'est le signe donc du pardon, bien de la sécurité, c'est une garantie, quelque chose comme ça. D'accord. Parmi également donc les parures masculines. Pardon, restons sur la bague. Vous avez dit la bague c'est la main gauche, mais elle veut dire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de Marocains ont adopté le code, je pense qu'il est européen, de l'alliance pour symboliser le mariage étant une bague. Est-ce qu'on a eu ça chez nous ou cette bague n'a rien à voir avec le... Oui, effectivement, non, c'est vrai. D'après les recherches que j'ai faites dans le sud du Maroc, la bague, il était vraiment lié au mariage. Ah, on avait ça avant la colonisation. Avant la colonisation. Mais c'était dans une autre forme. Lorsque un garçon se met d'accord avec une fille pour qu'ils soient réunis par les liens du mariage, le garçon doit absolument lui offrir une bague. Et la femme également, la jeune fille, offre également une bague au garçon. Mais c'est un échange intime entre les deux qui n'est pas fêté donc, comme le cadre de ce qu'on fait maintenant donc, chez les Européens. Donc, oui, chacun met la bague sur le doigt devant tout le monde. Non, c'est une question de... Et donc ça, c'était chez un nous engagement. avant, oui. D'accord. La pratique, il était présente au Maroc, mais pas de la même façon. D'accord. Donc, parlons des parures masculines de l'homme. Il y a le poignard avec la partie inférieure recourbée, ce n'est pas vraiment une arme, c'est une parure. C'est une parure masculine. Et enfin, il y a des coffrets en argent ciselés, dans lesquels on peut mettre des manuscrits sacrés, par exemple Dalil Khairat. Par exemple, les cavaliers le plus souvent, ils ont une boîte en argent ou bien un petit sac en cuir, mais le plus souvent, ce sont des boîtes en argent dans lesquelles il y a un manuscrit sacré. Donc voilà. Et ils font le Tbouré d'Abé. Oui, ils le portent sur le bien cheval. sûr. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de bracelet dans la tradition marocaine. Je cherche d'autres bijoux pour finir sur les hommes. Des colliers, des bracelets. Non, pas tellement. Bon, pour les colliers, de la région du sud, il y a ce qu'on appelle tazloum. Les garçons, juste après leur naissance, il y a la grand-mère maternelle qui enfile un petit collier avec des piécettes de monnaie, avec quelques grains de corail rouge, une petite boule peut-être... Pour les bébés. Oui. Les garçons, même les garçons. Une petite boule d'ambre jaune. Il confectionne un petit collier qu'il met au cou du petit garçon. D'accord. Pendant une certaine période de l'année. Qui ne garde pas... Non, pas. Pour finir sur les hommes, on a commencé par les hommes, ça manquait d'élégance, mais j'attaque. J'ai lu quelque part que l'or n'est pas masculin, quoi. Que tous les bijoux qu'on est en train de décrire sont plutôt en argent. Vous savez, c'est... pas forcément. Non, vous abordez là vraiment donc un thème très très large. L'or et l'argent. D'abord, je vais signaler qu'au Maroc, en principe, il y a une certaine répartition géographique de chaque métal. En principe, l'or, il est surtout lié au milieu citadin, dans les villes, Fès, Marrakech, Taroudant, Meknès, Tétouan et tout ça. Donc, dans les villes, les bijoux étaient principalement réalisés en or. D'accord, donc c'est ça la différence. C'est pas homme-femme, c'est plutôt ville. Mais dans les campagnes,
Que ça soit de Kuala, Abeda, Rif, Sousse, là où vous allez, partout au Maroc, Zayan, tout, les femmes dans les campagnes préfèrent le métal d'argent. Donc c'est la première répartition. Et bien sûr, donc, les bijoux citadins sont réalisés avec l'or et d'autres matériaux, principalement les perles baroques et d'autres perles. Dans les régions de la campagne, les zones tribales, les femmes préfèrent le métal d'argent avec le corail rouge et l'ambre jaune. Et parfois donc les clous de girofle. Mais il y a une chose très importante au Maroc. Moi, je m'intéresse beaucoup donc à la dimension symbolique des bijoux. Certains chercheurs, lorsqu'ils voulaient décoder la signification d'un objet de parure marocain, ils font appel à des dictionnaires de la symbolique internationale, universelle. Moi, je crois qu'il faut agir autrement. Pour interpréter la dimension symbolique d'un bijou marocain, il faut partir de la culture marocaine. Je vous donne un exemple. Pourquoi, dans les régions rurales, les femmes ne portent pas les bijoux en or? Et même dans les villes où les femmes portent les bijoux en or, les bijoux qui entrent dans la pratique des rituels sont tous en argent. Pourquoi? Parce que les Marocains, le Nokra, c'est le bon augure pour les Marocains. Ouais, c'est le... Mais si vous prenez n'importe quel dictionnaire de la symbolique universelle, vous allez chercher l'or, qu'est-ce que vous allez découvrir? L'or, c'est le symbole de la richesse, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de la lumière et tout. Mais au Maroc, ce n'est pas ça. C'est tout à fait le contraire. Au Maroc, l'or, c'est un métal jaune. Et la couleur jaune au Maroc, ses connotations sont presque toutes négatives. Pourquoi ton visage est jaune? Pour dire qu'il est malade. Donc la sécheresse pour nous, voilà, c'est ça. Donc la couleur jaune pour nous, c'est la sécheresse. Alors au Maroc, on n'aime pas la sécheresse. C'est la famine, c'est la maladie, c'est tout. C'est pour cela donc, certes, les bijoux en or, ils ont une grande importance sur le plan matériel, mais sur le plan symbolique, ils sont défavorisés. Vous avez parlé des rituels, vous avez commencé à nous en décrire, vous avez parlé de la première goutte d'eau du bébé qui est servie sur un bijou, l'animal qui rentre pour la première fois dans le foyer, il est accueilli par un plateau et un bracelet. Est-ce qu'on a d'autres rituels comme ça? Parce que là, c'est une grande découverte pour moi tout ça. Oui, dans les différentes régions du Maroc, chaque région il a ses pratiques dans lesquelles il y a la présence du métal de l'argent, des bijoux en argent. Par exemple, dans les différentes régions du Maroc, lors de la cérémonie du fiançailles, il y a toujours, le plus souvent, dans les différentes régions du Maroc, qu'il soit arabophone ou mazérophone, vous avez toujours un plat avec la farine et un bracelet en argent. Par exemple, dans certaines régions, par exemple du Rif, lorsque un troupeau qui est allé donc passer une certaine période au pâturage, il revient à la maison, on prend un seau d'eau dans lequel on met un bijou en argent, puis on asperge le troupeau avec de l'eau. Par exemple, dans la région de Aglo, au voisinage de Tiznit, lorsqu'on réalise un bateau, une barque de pêche, quand on veut l'inaugurer, on doit l'embellir avec des bijoux en argent. La barque? La barque, oui. D'accord. Avant de la faire rentrer dans les vagues. Voilà, donc les pratiques sont nombreuses. Je reviens donc toujours à la même idée, c'est que pour le Marocain, le Nokra, c'est le bon augure. C'est le baraka, c'est tafaoul, c'est taskhor. Qui te fait le Nokra. Les bijoux au Maroc couvrent toutes les parties du corps de la femme. On commence par le front, avec des diadèmes, des bijoux frontales. Les oreilles. Alors au Maroc, en principe, les femmes portent deux types de boucles d'oreilles. Il y a des boucles de petite dimension qui passent par le lobe de l'oreille, et il y a des boucles d'oreilles de grande dimension qui pèsent très très lourd et qui ne passent pas par le lobe de l'oreille, mais qui ont besoin d'une chaîne qui passe au-dessus de la tête pour les soutenir. On passe au cou. Au cou, donc la femme, en principe, porte plusieurs colliers. Pour les fébules, dans toutes les régions du Maroc, les femmes portaient les fébules. Vous savez que ça veut dire les fébules, c'est... non? Les fébules. Oui, je pense que c'est les fébules. Les fébules, c'est une sorte d'épingle. Enfin, ça accroche... Voilà, épingle. Voilà. Maintenant, parfois, certains gens peuvent croire, à tort, que la fébule, c'est une parure purement amazigh, qui est liée uniquement aux communautés amazighes. Ce n'est pas du tout le cas. Dans toutes les villes du Maroc, même à Tanja, à Tétouan, Fès, Rabat, dans les campagnes, partout, même dans la région des Sahariennes, toutes les femmes portaient des fébules. Parce que toutes les régions donc, du Maroc, les femmes portaient le haïk, qu'on appelle en amazigh afago. Et il faut l'accrocher.
il faut l'accrocher. Donc c'est une parure nationale. Mais chaque région avait ses propres modèles. C'est comme une épingle en fait. C'est une épingle, D'accord. mais c'est une épingle qui est constituée de deux parties. Il y a d'abord une partie fonctionnelle, formée d'une épingle, et la partie esthétique, c'est ce qu'on appelle le corps de la fibule. Donc c'est la partie la plus décorée et qui constitue vraiment la parure. On trouve également donc les bracelets. Et au Maroc, donc, on avait une habitude, c'est que la Marocaine devait toujours porter une paire de bracelets. C'est-à-dire, dans chaque poignet, il y a un bracelet. Ça veut dire que les bracelets étaient toujours portés par paire. Et les bagues, donc la femme, en principe, elle portait dans sa vie quotidienne 3 bagues dans les 3 doigts de la main gauche. Pardon, j'ai en train de dire que Les bagues. la femme qui travaille, Non. même la femme qui travaille a... Oui. C'est-à-dire qui travaille à Chaque travail jour. manuel, elle a quand même des bagues. Oui, voilà. Mais uniquement les 3 doigts de la main gauche. C'est-à-dire les 3 derniers, quoi. Les 3 derniers, voilà. Pourquoi? Parce que la main droite sert, par exemple, à tenir la faucille, D'accord. à tenir donc le bâton pour... C'est pour ça que j'ai posé la passer- question sur le travail, parce que travail manuel avec des Voilà, bagues, c'est ça. c'est pas... Non, c'est pourquoi donc la femme prend soin d'embellir ses 3 doigts de la main gauche d'une façon quotidienne. Mais quand on a une fête, quand il doit assister à une fête, il met donc sa parure complète. Alors là, elle embellit également donc les 3 doigts de la main droite. Donc on n'a jamais de bague dans le pouce ou l'index, en fait. En principe, non. c'est- en principe. d'accord. C'est la règle générale. Certainement, donc si on fait plus de recherches, on peut trouver, mais c'est rare. Et vous savez donc qu'il y a un grand dessinateur et un grand ethnographe, Jean Besancenot. C'est un fin connaisseur donc du patrimoine marocain, vestimentaire marocain. Il a publié un livre en 1953 qui porte sur les costumes du Maroc. Dans ce livre-là, il y a des tableaux de femmes de différentes régions du Maroc. Et on remarque que la plupart des femmes qui portaient donc des vêtements de fête, elles avaient les bagues dans les 3 doigts de la main gauche et de la main droite. On continue le corps humain, il y a la ceinture déjà. La ceinture, c'est important, c'est même un capital, en tout cas. La ceinture, oui, le mdamma. Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, oui. Oui, c'est bien, c'est une ceinture. C'est une ceinture, oui. Mais Bon, c'est pas n'importe quelle ceinture. maintenant, donc, je dis maintenant, ça veut dire depuis, surtout à partir du XXe siècle, on a ces ceintures mdamma métalliques. Mais avant, toutes les mdamma étaient faites, que ce soit en cuir, que ce soit la soie. Seul le bzima, ça veut dire donc le boucle Fermoir, ouais. de fermoir, il est fait que ce soit en argent ou bien cuivre jaune. Vous êtes en train de dire la fameuse mdamma qui est 100% en or, C'est avec, quelque chose il est récent, il est en rajoutant des maillons, avec Non, c'est récent. comme une sorte d'investissement pour C'est la récent, femme. Non, c'est récent, c'est D'accord. récent, c'est récent. On descend au niveau des chevilles, on a quelque chose. Voilà. Au niveau des chevilles, c'est très important. D'abord, c'est dans la région du sud du Maroc, il est presque inexistante. Sauf dans certaines villes comme la ville de Taroudant et certaines tribus comme la tribu d'Ashtoukn. Alors que les chevilles, donc la Khalkhal, on le trouve dans les autres régions du Maroc. C'est une parure qui a une grande importance pour les femmes des régions qui se trouvent au nord du Haut-Atlas. Mais au sud du Haut-Atlas, fait vraiment bizarre, c'est une parure qui est presque inconnue. Sauf pour la ville de Taroudant, une tribu Ashtouka et les régions donc pré-sahariennes. On va rendre Sachez que donc, le bijou de cheville est une chose du Nord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pas vraiment. Mais comme je l'ai dit, donc, on la trouve dans la région, donc le Jebel Bani. Et puis vers le sud, jusque dans les régions sahariennes. Et également, donc là, il reprend son importance. On a passé tout le corps humain, je pense. À moins qu'on ait d'autres accessoires qu'on a oubliés, je sais pas. Est-ce qu'un tsbih peut être considéré comme un bijou s'il est... Pas au Maroc. Maroc. Pour la Mauritanie, par exemple, la Mauritanie, effectivement, donc tsbih, c'est un bijou. Chapelet. Le chapelet, voilà. Tsbih, c'est considéré comme un bijou. Mais pas dans nos pratiques, nous, marocaines, non. D'accord. Est-ce que certains bijoux ont une vertu thérapeutique? C'est-à-dire que l'impression qu'il y a eu aujourd'hui on dirait des piercings, mais dans le temps on peut dire des boucles d'oreilles qui étaient faites pour protéger de certaines maladies ou des choses comme ça existe? Vous savez, ça dépend de l'approche. Lorsque j'ai entamé mes recherches sur les bijoux marocains, j'ai constaté que tous les chercheurs, la plupart des chercheurs donc, qui ont étudié les bijoux marocains, ils insistent surtout sur ces fonctions métaphysiques, l'invisible et tout ça, la protection et tout ça. Moi, je n'adhère pas à cette approche. C'est vrai, je crois qu'effectivement, donc, les bijoux, ils ont une fonction de protection. Mais c'est une protection matérielle. La femme, et ça c'est un sujet très important, il avait une importante quantité de bijoux qui constituait une vraie richesse. Donc, c'est une protection matérielle
pour la femme. Mais tout ce qui est donc la protection métaphysique, invisible, tout ça, vraiment, je n'insiste pas beaucoup c'est un élément qui a été largement donc débattu par d'autres chercheurs. D'accord. Moi, je suis un petit peu surpris quand même quand vous me dites que la femme porte ses bijoux au quotidien, parce qu'il y a pas un problème de sécurité dans cette attitude. C'est-à-dire que on est quand même dans un Maroc qui n'était pas systématiquement très sécurisé par rapport à, enfin, en tout cas dans le passé. Et comme ça, avoir une femme qui se promène avec ce qu'elle a de plus précieux, c'est pas dangereux. Vous savez, tous les donc, voyageurs européens qui ont parcouru le Maroc au 19e siècle, au début du 20e siècle, les chercheurs, par exemple, j'ai parlé de Jean Besançon qui a parcouru la région des années 30 et des années 40, les chercheurs insistent sur le fait que, et les voyageurs, que la femme, dans les régions rurales, se promenait, pratiquait les activités quotidiennes avec ses parures. D'accord. Pourquoi ? C'est pas question de manque de sécurité, pas du tout, mais parce que il faut voir que ces tribus-là, il faut prendre en considération que ces tribus, ils avaient des règles écrites. Ils étaient gérés d'une façon précise. Ça veut dire donc personne ne pouvait... Elle est protégée par la tribu. Par la loi tribale, par la structure, tribale et tout ça. Donc ça veut dire donc ce n'est pas vraiment quelque chose... On ne faut pas croire qu'il y avait un certain désordre et tout ça, un chaos. Non, en fait, c'est la notion de l'espace qui est différente. C'est-à-dire que l'espace public n'est pas si public. C'est-à-dire que dans la zone rurale, l'espace maîtrisé par la tribu inclut l'espace public. C'est-à-dire que quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on voit un champ perdu, mais en fait, c'est pas un champ perdu. Pardon, une chose, et c'est également très très important, vous savez, c'est un sujet qui est très important. Chaque fois, donc, il y a des idées qui me viennent en tête, c'est que au Maroc, la femme était en quelque sorte sacrée. La femme, par exemple, si vous lisez donc les sources historiques, ils vous disent que la femme pouvait aller de Ouadnoun jusqu'à Oujda sans être inquiétée par qui que ce soit. C'est le slogan de Moulay Ismaël, ça. C'est un slogan, mais en fait, c'était déjà enraciné dans l'histoire des tribus marocaines. Même lorsque le pouvoir de Makhzen n'était pas fort, donc les pratiques sociales marocaines assuraient la protection de la femme. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux tribus rivales qui se menaient Mais la femme était intouchable. Les bijoux marocains, pour rester le plus général possible, sont souvent avec des motifs, des motifs géométriques. Oui. On les a tous en tête, mais ce serait difficile de les décrire ou de les passer en revue. Mais est-ce qu'il y a eu des inscriptions aussi ? Est-ce qu'il y a eu des bijoux avec des textes ? Voilà. Pour les inscriptions, elles sont très très rares. Non. Peut-être on trouve quelques motifs. Il y a certains, c'est vrai, il y a certains. Qu'aujourd'hui, les Marocains, depuis longtemps, les Marocains mettent Aït al-Kursi ou bien des petites choses comme ça. Ça, c'est récent. C'est récent. C'est très rare. Parfois, il y avait donc certains artisans qui écrivaient le nom de Dieu, mais c'est très très rare. Par contre, il y a des motifs qui se rapprochent un peu de la calligraphie. Par exemple, il y a un motif qui est appelé le waou. Le wiwan, c'est donc la lettre le waou, la caractère arabe. Mais, vous savez, moi, au départ, je croyais que les artisans, les bijoutiers réalisent des décors, des motifs géométriques. Mais à nos yeux, en tant que porteurs d'une culture savante, pour nous, donc, ces motifs-là, ce sont des motifs géométriques. Mais pour le bijoutier, en tant que porteur de culture traditionnelle, populaire, ce ne sont pas des motifs géométriques. Ce sont quoi ? Par exemple, moi, ce que je vois comme un losange, pour l'artisan, c'est une amande. Ah bon ? Oui, voilà, c'est oui. Tous les losanges sont des amandes. Ça dépend des régions. Par exemple, quand moi je vois une forme, un motif qui représente pour moi, par exemple, des lignes en zigzag, pour un bijoutier, c'est par exemple les dents d'une scie. Je peux donner des dizaines de... Continue. Quand je vois, par exemple, pour moi, deux cercles l'un à côté de l'autre, pour moi, ce sont des cercles, des formes géométriques. Pour un artisan, ce sont des yeux. Ah, c'est un rébut en fait. C'est une phrase, c'est un langage. C'est un langage. Pour l'artisan. Vous en avez d'autres. Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai trois petits tirets. Trois tirets donc, qui convergent vers un seul point. Pour moi, ce sont des tirets divergents vers. C'est-à-dire des tirets comme ça. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Pour un artisan, ce sont ce qu'on appelle une patte de chacal. Et pas uniquement de la bijouterie. La même chose est valable pour, par exemple, le tissage, le tapis tout. Donc, ça veut dire, donc, nous, mais on peut même trouver ces motifs sur les mosquées. La poterie, voilà, tout partout, vous voulez. Pour nous, en tant que porteurs de culture scolaire, pour nous, donc, ce sont des formes géométriques. Mais pour les communautés, donc, qui ont perpétué cet héritage depuis des siècles, ce sont des formes figuratives, en quelque sorte. C'est une sorte de langage, en fait. Une sorte de langage esthétique. Ouais. Donc, la prochaine fois que vous verrez trois traits comme une sorte de bouquet qui converge vers un point en bas, c'est une patte de chacal. Voilà, c'est ça. Mais merci pour toutes ces précisions.
avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que là, on a appris beaucoup de choses. Non, on l'a dit, je crois qu'on a tout dit. Merci Si Abdeslam. Habituez-vous à sa voix. Il est une ressource importante qui vient d'être sollicitée pour un nouveau podcast sur les bijoux. Et à la semaine prochaine, les amis, sur Radio Ma'arif, nous sommes là. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.